Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à une autre émission à votre service. Cette semaine, une émission fort intéressante et pour entrée de jeu, nous allons parler de tourisme, mais pas de n'importe quel tourisme, celui qui vient nous visiter avec le train de Charlevoix. Et pour nous en parler, nous allons recevoir M. Francis Goujon, qui effectivement est en charge de tout ce qui s'appelle organisation pour Réseau Charlevoix. Et vous allez voir, beaucoup de choses se sont passées avec le train de Charlevoix cet été. Nous allons également parler du sujet de l'heure, le cannabis, qui a été légalisé au mois d'octobre. Et pour nous en parler, nous allons accueillir Mme Hélène Neptune, qui est sergente à la Sûreté du Québec. Et elle vient nous parler de ce qui est permis et de ce qui n'est pas permis. Vous allez voir, fort intéressant aussi pour en découvrir jusqu'où on peut aller avec la consommation du cannabis. Et enfin, nous allons accueillir M. Daniel Groslot. Parler encore tourisme, mais cette fois-ci avec la CEPAC. Et M. Groslot est directeur, lui, des Grands Jardins et effectivement du Parc des Hautes-Gorges ici dans Charlevoix, deux magnifiques parcs nationaux. Et cette année, le Parc des Hautes-Gorges subit une cure de rajeunissement pour offrir une plus grande offre de services à l'intérieur du parc qui va ouvrir dès cette année, l'hiver. Alors, bonne émission. Francis Goujon, directeur talent et expérience pour le train de Charlevoix. Bien le bonjour. Bonjour Herman. On voit un teint basané, on arrive de vacances. On arrive de vacances, on arrive du Maroc. Ah, c'est toujours les mêmes qui partent en vacances. C'est ça qu'on est blancs, nous, on travaille, nous. Mais je suis de retour, frais dispo, reposé, avec plein d'énergie. Prêt à affronter la nouvelle saison, quoi. Exactement, on la prépare, on vient de terminer la saison, puis là, on est déjà en train de discuter pour la saison 2019. Il n'y a pas de temps mort là-dedans. Pas de temps mort, fait que même si c'est un retour de vacances, là, on travaille déjà pour 2019. Est-ce qu'on est pénalisé parce qu'on a pris des vacances, puis là, on revient? Non, pas si pire, pas si pire. Bon. Exactement, ça Super. Parlant d'année, on est encore en 2018, mais la saison, elle, dite touristique pour le train de Charlevoix, ça s'est terminé récemment le 21 octobre. Exactement. Alors, pour le grand public, le 21 octobre, c'était la dernière journée pour le train. Parce qu'il y a encore l'utilisation des navettes pour des groupes spéciaux, des choses du genre. Toujours possible, oui, effectivement, c'est toujours possible de faire des nolissements de train. Donc, on a des groupes qui étaient déjà prévus d'avance, qui, après la saison estivale, toujours possible de faire un nolissement de train pour faire des allers-retours, différents parcours qui peuvent être faits. Donc, on en a eu un peu après, puis il nous en reste 2 encore à faire. Ah, bon, ça allonge la saison. Exactement. Donc, des revenus supplémentaires. Oui, c'est ça. On n'est pas complètement remisé. Parlant de l'année 2018, oui, qui s'annonçait être une année, selon la planification, puis ce que j'appellerais le pré-booking, là, je veux dire, une année superbe, mais ça a été, dans le fond, une année un petit peu ce que j'appellerais en dents de scie avec des surprises. Oui, tout à fait. On s'enlignait pour... on a fait une belle année. Quand on regarde le compte-rendu, on a fait une belle année. C'est vrai qu'en plein milieu de la saison, un train défectueux. Alors, c'est sûr que ça fait mal. C'était pas mécanique, c'était électronique, je pense? C'était électronique, exactement. Là, je n'irai pas dans le jargon électronique, mais c'est des cartes, d'une puce qui était défectueuse. Même les trains comme nos voitures, où de plus en plus, l'électronique est partout. Oui, exact. Donc, il y a eu un bris de ce côté-là. Donc, on a eu un arrêt complet d'un train. Donc, on estime, là, avec... Qui a duré combien de temps? Qui a duré un petit peu plus que 3 semaines. 3 semaines. 3 à 4 semaines. Et on estime avec cette perte-là, avec ce bris-là, qu'on a eu peut-être 15 000 embarquements là, qui ont été manqués, si on veut, pendant ce bris-là. Est-ce que ça devenait toute une logistique? Parce que normalement, les 2 trains se complètent. Ouais. Et là, c'est aller chercher le monde à Québec, les amener ici, d'ici à Baie-Saint-Paul, ça dit de Baie-Saint-Paul à la Malbaie et compagnie. Ça a solidifié les équipes dans le sens où quand on a remarqué le bris, il fallait trouver la source, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait. Donc, c'est vraiment une organisation, là, un plan d'urgence, un comité qu'on a créé pour dire comment on solutionne le problème rapidement. Donc, une expertise de Québec, effectivement, nos équipes internes, nos agents de bord, qu'est-ce qu'ils font pendant ce temps-là, comment on redistribue les
des tâches là, à d'autres personnes aussi. Et finalement, de fil en aiguille, on a trouvé la source du problème, donc la solution. Et là, on a été de retour là, avec 2 trains par la suite. Fait que là, ça nous permet aussi de dire qu'on est plus solide au niveau technologie. Puis ça nous a permis, sur le moment du bris aussi, de remarquer qu'on était très porteur pour la région. On le savait déjà, mais le fait de manquer un train, donc moins d'embarquement, nos partenaires, la région aussi, en a souffert. Puis ça a permis de le remarquer aussi. Ah oui, parce que c'est un produit d'appel, oui. Je veux dire. Puis on le savait, mais aller jusque toutes les dernières années, avec le nombre d'embarquements que vous avez généré, oui. Donc c'est des visites supplémentaires en tant que touriste pour la région de Charlevoix. Puis ils ne viennent pas juste ici à l'hôtel de Germain. Là, non, c'est ça. Bien, c'est une des portes d'entrée sur la région de Charlevoix avec le train. Alors, le fait d'avoir manqué là, quelques passagers, il y a des départs qui ont été annulés, des clients, il y avait d'autres opportunités, d'autres possibilités, mais certains clients ont annulé leurs vacances dans Charlevoix. Bien, c'est sûr que ça, il y a eu des impacts. C'est clair pour la région. Ça n'a pas été remplacé par des autobus, mais d'autres. Bien, il y a eu des autobus, exactement, c'est ça, c'est une des options. Donc, il y a eu des autobus jaunes qui attendaient, puis c'était une alternative. Donc, les gens qui l'utilisaient déjà pour un transport, parce qu'on avait toujours un train sur les deux. Donc, possible de faire des fois un aller, le retour était plus difficile. Donc, avec un autobus jaune, c'était une des possibilités qu'on offrait. Bon. Malgré tout ça, comme vous le mentionniez, la totale du nombre d'embarquements est à peu près similaire à l'année précédente qui avait été une excellente année. Bien, c'est ça le compte-rendu. Alors, au final, on a fait une bonne année. On parle de 55 000 embarquements environ, qui était similaire à l'année passée aussi. Donc, on imagine que si on n'avait pas eu le bris de train, on aurait eu un nouveau record. C'est ça, une coche de plus. Mais on estime qu'on a fait une très belle année aussi en 2018 aussi. Parce que là, si on parle de près 15 000 de différence en termes d'embarquement. Oui, c'est ça, exactement. Alors là, on est 55, 70 000. Aïe, ça commence à faire du monde. Ça fait beaucoup de monde. Donc, ben là, 2019. Fait que là, on a une mécanique forte pour 2019, puis on a un 3e train. C'est ça, la belle nouvelle, malgré tout ce qui s'est passé, c'est que là, vous avez fait, Réseau Charlevoix, l'acquisition d'un nouveau train. Exactement. Similaire aux 2 autres? Est un peu différent. Je ne connais pas tous les termes ou les codes, là, mais il est un peu différent. On parle du même nombre de passagers à l'intérieur, à peu près. Et le train il va être en opération là, pour la saison 2019. Donc, il n'est pas encore au Québec. Il a manqué le bateau là, aux dernières nouvelles. C'est ça qu'on a ouï dire. Il a manqué le bateau, c'est le cas de le dire. Il a manqué le bateau, exactement. Mais il va être prêt, il va être là pour la saison 2019, ça c'est clair. Fait qu'on a déjà hâte de le voir et de l'entendre aussi. Alors là, finalement, Réseau Charlevoix va fonctionner avec 3 navettes, si je comprends bien. Exactement. On est encore en train de réfléchir, là, de préparer comment on va jouer nos cartes là, avec 3 trains à ce moment-là. Il y a un des aspects aussi, on a le train pour les passagers, pour le grand public, mais on a aussi une clientèle qui est de groupe. Alors, soit de tour opérateurs ou de groupes corporatifs qui font des nolissements de train, par exemple. Donc, comment on va mêler là, nos types de clientèle avec nos trois trains? On est encore en train d'en discuter là, pour l'instant. Donc, l'année 2019 s'annonce parfaite. On le souhaite, en tout cas. Oui, exactement. Parfaite, j'aime ça. Puis on le souhaite, c'est clair. En autant qu'il n'y ait pas de bris, là, on a fait le tour. J'imagine que ça a nécessité ou ça a généré une vérification sur le train qui restait aussi là, qui était disponible. Bien, avec l'expertise qu'on est allé chercher pour réparer le train, bien là, il est encore beaucoup plus fort. Puis ça nous a permis d'identifier peut-être des sources sur d'autres trains aussi. Donc, c'est sûr que si c'est la mécanique, donc ça pourrait arriver encore, effectivement. Mais là, on est mieux équipé, on est mieux outillé là, pour être capable de mieux répondre plus rapidement sur notre bris. Alors, donc 2019 s'annonce bien. Oui. Mais juste pour laisser savoir aux gens, parce que Réseau Charlevoix et le train de Charlevoix, je veux dire, finalement, ça emploie combien de monde en pleine saison? Là? Combien de monde de passagers? Non, en tant qu'employé. Parce que là, on a besoin de conducteurs, on a besoin de monde pour accueillir, la réservation, les ci, les ça. Ça commence à faire du monde? Bien, on a à peu près une 50aine d'employés en haute saison. On inclut les gens en service, donc les agents de bar, les agents de centrale, les agents de la billetterie. Puis, il ne faut pas oublier tous nos agents, nos employés qui travaillent sur la voie ferrée, par exemple. Donc, oui, on a nos chefs de train, nos mécaniciens de locomotive, mais les gens qui travaillent sur la voie ferrée, c'est 125 km entre Québec et la Malbaie. Donc, on a des équipes là aussi là,
qui sont préférés, et notre équipe de directeurs à l'année qui est là aussi. En tant que tel. Mais donc, en haute saison, jusqu'à 50 personnes. Le noyau, en termes d'équipe de directeurs, vous êtes combien? On est 6. Le noyau dur, là, toute l'année. Le cœur de tout. Exactement. Et après exactement. ça, là, c'est les gens qui viennent se greffer en haute saison. Exact. Donc, c'est 50 employés, puis là, on a terminé le train, donc on repasse à la petite équipe. Là, OK. pour planifier Et avec l'arrivée du troisième train, est-ce qu'on augmente encore les effectifs ou ça va être assez stable? Bien, en discussion encore, comment on va jouer nos cartes sur le train. On peut penser à possiblement plus d'embauches, là, mais c'est encore tôt pour le dire. C'est pas encore défini. Bon. Alors, finalement, on regarde ce qui s'est passé, on a une bonne expertise, oui. On regarde l'année 2019 de bon augure, là, je veux dire, on est sur les rails, quoi. Ah, on est vraiment sur les rails. On est en définition là, sur la vision, justement, 2019 et plus loin aussi, là, OK. En tant que tel. Fait qu'on est sur les bonnes rails, sur la bonne voie. Le train fonctionne surtout l'été. Est-ce qu'on pense l'ouvrir l'hiver? Bon, on aimerait ça. Ouais. On aimerait ça. Ça fait partie des discussions aussi, là, justement, comment l'avoir sur 4 saisons. Encore trop tôt là, pour se prononcer là-dessus, mais ça serait vraiment intéressant de l'avoir sur 4 saisons. J'imagine que ça va être beaucoup plus pertinent quand le Club Med va être ouvert. Effectivement. Il y aura une clientèle là, ça va se déplacer. Puis on a une gare, on ne l'utilise pas aujourd'hui, mais on a une gare au pied de la montagne, exactement, qu'on arrêtait à l'époque, ouais. Il y a quelques années, qu'on n'arrête plus aujourd'hui, mais est-ce qu'on peut imaginer repasser par là? C'est sûr que la question se pose. Toutes les infrastructures sont là pour accueillir le monde. Exactement. On s'en va faire du ski. Exactement. On aimerait ça, les infrastructures sont là. Après, le temps va pouvoir le confirmer. Bon, ben, écoutez, je pense que pour faire un résumé, la saison a débuté quelle date déjà, ça? Elle a débuté le 21 juin. Le 21 juin, ça s'est terminé tout récemment le 21 octobre. Exactement. Alors finalement, ça fait des mois assez remplis. C'est pour ça qu'on prend les vacances après. Oui, c'est ça, exactement. Et là, je suis de retour à la fin de la saison, fin du train, et moi, je suis parti en vacances. Et voilà, on a besoin de récupérer. Exact. C'est intense, quoi. Exact. À part tout ça, je veux dire, quels sont les principaux commentaires que les gens vous laissent une fois qu'ils ont pris le train et qu'ils ont découvert Charlevoix en train? Oui, il y a des mots qui reviennent. Bijou de Charlevoix, un joyau. Mais le mot, je pense, qui revient le plus, c'est unique. C'est une manière unique de voir la région. Il y a des gens qui viennent dans Charlevoix pour la première fois, mais pas tout le monde. Il y a des gens qui reviennent après plusieurs années et qui font le train pour la première fois, par exemple, et découvrent une autre facette de la région qu'on peut voir. C'est sûr que la saison d'automne, pour nous, c'est la haute saison. Donc, de voir là, Charlevoix entre le fleuve et les couleurs des montagnes, de la forêt, ben, c'est superbe, c'est merveilleux. C'est magique. Il y a du bonheur. Exactement. Puis on avait 2 trains là, en haute saison. Là. OK, fait qu'on a opéré. Exact, ah, exactement. Ben, super. Ben, écoutez, avec l'arrivée du nouveau train, j'espère qu'on aura l'occasion de se rejaser. Bien, j'espère. On peut le voir, le découvrir. Oui, ça sera avec plaisir, c'est sûr, c'est sûr. Francis Goujon, merci beaucoup. Merci, Edmond. Alors, Madame Hélène Neptune, sergente et agent d'information à la Sûreté du Québec, bienvenue à l'émission. Bonjour, merci, M. On ne Charret. parlera pas aujourd'hui du code de la route ou quoi que ce soit. On parle du sujet de l'heure, on parle du cannabis, parce que depuis le 17 octobre maintenant, le cannabis est devenu légal, pas seulement au Québec, mais à travers tout le Canada. Tout à fait. Alors, le gouvernement fédéral, avec M. Trudeau, a, comme on dit, répondu à une de ses promesses. On va légaliser le pot, pour employer l'expression. Exact, exactement. C'est quand même tout un changement en termes d'habitude de consommation ou de réaction en termes de public. Là. On est habitué à un train de vie, puis là, ben, tiens, à compter d'aujourd'hui, ce qui était illégal est devenu légal. Oui, c'est vrai que c'est tout un changement, effectivement. Nous, en tant que policiers, on est habitués à ce qu'il y ait des changements dans la loi. Mais celui-ci en est un gros. On s'entend, là, même pour toute la population en général, on se dit, mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver? Mm-hmm. Mais du côté intervention, au niveau policier, ça ne change pas tant de choses que ça, malgré ce qu'on pense. Parce qu'il est illégal maintenant, c'est que la personne a le droit de posséder 30 grammes de marijuana séchée ou 150 grammes de marijuana fraîche et qu'elle peut légalement aller en obtenir à la SQDC, qui est la Société québécoise du cannabis. C'est ce qui a changé. Ce qui veut dire que
si je me faisais arrêter pour une infraction de la route ou quoi que ce soit, puis vous aviez un doute, vous dire, Herman, y a-tu du pot dans la voiture ou quoi que ce soit, j'ai le droit d'en avoir. Vous avez le droit d'en avoir Jusqu'à une concurrence de la de 30 quantité. grammes et si vous êtes âgé de plus de 18 ans. 18 ans, ben oui, ça c'est important. Très, très aussi. important. C'est 18 ans au Québec? 18 ans au Québec et au Canada Au actuellement. Canada en général, OK. Sauf que c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui se parlent. Il pourrait y avoir des changements. On est encore dans une période tampon d'ajustement. Fait qu'on va s'ajuster, nous aussi, aux changements législatifs qui vont advenir. C'est ça, parce que le fédéral a mis une base, puis chacune des provinces peut adapter selon ce qu'il pense être correct pour sa population. Tout à fait. Alors, par exemple, nous, au Québec, quand je vous dis que ça ne fait pas beaucoup de changements dans notre intervention, le trafic, soit la vente de marijuana, est illégal. Effectivement. Dans la rue ou quoi que ce soit, c'est encore illégal. C'est ça. Même si c'est acheté légalement, les seuls qui peuvent le vendre, c'est la SQDC. Ensuite, la production est illégale. OK. Au Québec, on n'a pas le droit d'avoir de plantes chez soi ou dans notre jardin ou dans une terre agricole. C'est toujours interdit. Fait que du côté de l'intervention policière, comme je vous ai dit, c'est seulement que la possession où on va avoir finalement à se poser des questions et à intervenir de façon différente. C'est certain qu'aussitôt qu'on voyait de la marijuana, on disait, bon, il y a une infraction, au code criminel. Mais ce n'était pas pour tout le monde encore. Okay. Quand je vous dis qu'on s'ajuste, parce qu'il y a eu depuis quelques années le pot médical, le cannabis médical qui est venu déjà brouiller les choses un peu, parce que là, il était advenu dans une intervention qu'une personne avait le droit, grâce à un permis, d'avoir en sa possession ou avec un papier médical. Un papier médical du cannabis. OK. Donc, déjà, on était en changement. OK. Alors, là, on parle effectivement de ces changements-là, le fédéral, le provincial, puis on descend, puis il y a aussi les municipalités, puis après ça, on exagère parce que, bon, il y a les écoles, il y a les condominiums, ça finit plus. Oui, il y a beaucoup de lois, mais si vous regardez ça, souvent, ça se complète, ces lois. Puis nous, quand on arrive sur l'intervention, on va regarder quelle loi a préséance. Okay. Chaque situation est unique. C'est du cas par cas. C'est du cas par cas. OK. Exactement. Mais pour les citoyens, je pense que de base, qu'ils doivent se dire, s'ils consomment de la marijuana, s'ils en fument, il faut un peu penser aux mêmes règles que la cigarette au départ. OK. Un peu partout où vous n'avez pas le droit de fumer de cigarette. Les endroits publics en général, les terrasses maintenant, c'est défendu. C'est défendu aussi pour le cannabis. On parle de drogue, on parle de marijuana, on parle d'alcool aussi, parce que, bon, foncièrement, quand vous allez rencontrer des gens, parce qu'il y a des choses qui sont défendues, la consommation est permise, mais à certains endroits, mais de conduire après avoir fumé, c'est défendu. Ça a toujours, écoutez, c'est zéro. C'est zéro tolérance. Ça a toujours été interdit. C'est parce que les gens, on en parlait peu, ou moins, parce que c'était pas le sujet de l'art comme actuellement. Mais pour nous, ça n'a rien changé. Parce que j'en ai pas parlé tout à l'heure, parce que c'est vraiment aucun changement, puisque les conduites avec les capacités affaiblies sont depuis longtemps dans le code criminel. OK. Donc, que ce soit par l'alcool, la drogue ou les médicaments. Oui. Bon. Nous, on a aux alentours de 94 % de nos policiers qui sont en mesure d'effectuer des tests lorsqu'ils ont un doute raisonnable que cette personne-là, un soupçon que cette personne-là a les capacités affaiblies par l'alcool ou la drogue. Il y a un test qui s'appelle une épreuve de coordination de mouvement qui va être passé à ce moment-là par le policier lorsqu'il soupçonne que la personne est intoxiquée par la drogue, que ses capacités de conduire sont altérées par celle-ci. Alors, elle comporte 3 tests. Ça se fait en bordure de route. On parle d'une nystagmus horizontale, de la marche et le retour, et puis se retourner, en fait, et puis un test d'équilibre, se tenir sur une jambe. Alors, ça se fait sur le bord de la route. Si le policier a des motifs maintenant raisonnables de croire que la personne est vraiment intoxiquée par la drogue ou la drogue et l'alcool, ou l'alcool, parce que c'est un test qui peut se passer pour toutes sortes d'intoxications,
Il est amené au poste. Dans le cas de la drogue, c'est un agent évaluateur en drogue qui passera le test, qui comporte une 12aine d'étapes. Alors, il y a différentes étapes. Donc, entre autres, on prend la pression artérielle, le pouls, et puis à la fin, il y a un échantillon de substances corporelles qui est prélevé et qui verra à confirmer ce que l'évaluateur, l'agent évaluateur, a déjà comme données, là, finalement. Et le tout sera soumis au procureur Parce que général. quand on parle de drogue, on ne parle pas juste de marijuana, là, on parle de l'ensemble des drogues. Tout à fait. Parce que c'est difficile de dire j'arrête un individu, je soupçonne qu'il est sous l'effet de drogue, pour avoir consommé de la drogue, mais on ne sait pas laquelle. Effectivement, puis on parle de catégories de drogue. Il y en existe plusieurs. Puis l'agent évaluateur, lui, est vraiment formé pour détecter dans quelle catégorie de drogue. Il y en a qui sont stimulants, il y en a qui sont... dépresseurs, exactement. Puis cet agent-là est vraiment formé. On en a 57 au Québec qui sont agents évaluateurs, qui se déplacent lorsque les policiers sur la route ont un cas de capacité affaiblie par la drogue. OK. Et finalement, vous le dites, ça n'a pas été un grand changement en termes d'adaptation, mais ça va élargir, si vous voulez, votre champ d'action par rapport à ce que vous avez à couvrir ou à réagir selon ce qui se passe, là. Bien, pas tout à fait, parce que dans le fond, on le faisait déjà. OK. Vous comprenez? On était déjà sur la route. On a tous les outils pour être en mesure de faire en sorte que la personne en capacité affaiblie, soit alcool ou drogue, soit arrêtée. On a les outils pour détecter si elle est en capacité affaiblie, pour construire un dossier qui est valable et qui va être présenté en cours. Cette personne-là sera amenée à répondre devant la justice de ces gestes-là. Fait que de ce côté-là, c'était déjà là. Il y avait une bonne base, là. Ah, on faisait déjà solide. tout ça. On faisait déjà tout ça, puis on va continuer de le faire. Évidemment, sécuriser nos routes, c'est très, très important. On sait qu'on a plusieurs collisions. Malheureusement, c'est toujours une de trop. Oui, tout est là. On parle d'alcool, on parle d'alcotest, quoi que ce soit. Est-ce qu'un individu qui se fait arrêter parce qu'il est sous l'effet de la drogue peut dire non, moi, je refuse les tests? Écoutez, il peut le faire, sauf qu'il va y avoir des accusations, il vient de commettre une infraction criminelle. D'accord. Parce qu'il n'a pas obtempéré à l'ordre du policier de faire les examens demandés. Donc, déjà, il va avoir une suspension de permis, puis une saisie de son véhicule. Puis, il va devoir répondre de ce refus devant la cour. OK. On parle de 18 ans et plus pour la consommation. Tout à Ce qui fait. veut dire que tous ceux qui sont en bas de 18 ans et qui consomment déjà, eux autres, ils vont essayer quand même de se procurer la drogue de toutes sortes de manières, là. Ça ne changera pas, ça. Vous avez entièrement raison. C'est ce qu'on s'attend. On ne s'attend pas à un gros changement. On a déjà des policiers intervenant en milieu scolaire qui travaillent justement avec des étudiants qui sont retrouvés, par exemple, en possession de drogue ou qui effectuent du trafic. On a déjà ces personnes-là ressources qui vont aider les jeunes en collaboration, évidemment, avec le milieu scolaire à vraiment évoluer de la façon qu'on voudrait qu'il évolue. Donc, mais chaque cas est particulier. Il pourrait y avoir un petit peu de changement, là, peut-être dans les sentences ou dans la façon dont ça sera traité. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est illégal et dépendant de l'âge et de la quantité qui sera retrouvée et du contexte, les conséquences seront différentes. Donc, on s'adapte. On s'adapte et puis on tient à notre jeunesse. On veut que... Effectivement. Selon la loi, c'est-à-dire selon pas la loi, mais les recherches, le cerveau du jeune évolue jusqu'à 21 ans. C'est d'ailleurs ce que le nouveau gouvernement aimerait mettre en place ici au Québec, 21 ans. Est-ce que ça va être 21 ans? Parce que le fédéral, c'est 18 ans. Puis là, on veut endiguer un peu la consommation ou l'achat sur le marché illégal. Puis on sait que les jeunes en consomment passablement. Ça fait que là, c'est de trouver un juste milieu. J'ai hâte de voir comment le gouvernement provincial va statuer là-dessus. Ah, c'est sûr que c'est un grand débat, mais nous, en tant que policiers, évidemment... On applique la loi? On applique la loi. Pour l'instant, c'est 18 ans. OK. Et puis, s'il s'avère que c'est 21 ans ici au Québec, bien, on va s'adapter. Vous savez, nous, on applique les lois, donc évidemment,
c'est à ce titre qu'on est là, puis on va agir en ce sens. Je pense, Mme Neptune, on va se reparler parce que là, comme vous le dites, c'est en évolution. Oui, c'est en évolution. C'est tout nouveau, tout beau, comme on dit. Oui. Alors, puis on va voir comment les gouvernements vont réagir et les différents paliers de gouvernement vont réagir pour voir qu'est-ce que ça va apporter comme modification dans le comportement des individus, puis dans l'application de la loi par rapport à la Sûreté du Québec. Là. Tout à fait. Mais soyez sûrs, on est présent et on sera là pour protéger les gens là, si jamais il y a quelqu'un qui conduit en capacité affaiblie par la drogue ou l'alcool. Puis on est là aussi auprès de notre jeunesse. Moi, je vous remercie parce que vous vous êtes déplacé de Québec aujourd'hui pour venir faire spécifiquement cette entrevue. Alors, c'est très apprécié. J'espère que la population l'apprécie aussi parce qu'on en a appris un peu plus, ou du moins on a mis les points saisis et les barres sautées. Bien, c'est parfait. J'espère que ça a été clair. Si c'est pas clair, bien, vous pouvez toujours nous rappeler. Ça nous fera plaisir d'éclaircir certains points. Puis c'est toujours un plaisir de venir à Baie-Saint-Paul. Sachez-le. Merci beaucoup. Daniel Gaulot, directeur pour les parcs nationaux de Charlevoix. Bonjour. Bonjour. Quand on dit parcs nationaux de Charlevoix, là, on a deux superbes, là, les Hautes-Gorges, on va discuter plus amplement, et bien sûr le parc des Grands Jardins. Là. Absolument. On a la chance d'avoir deux parcs nationaux qui sont parmi, je vous dirais, les plus beaux du réseau des parcs nationaux québécois. En fait, c'est deux parcs dans la même région, dans la même deux MRC, mais est-ce qu'on a déjà pensé les réunir tous les deux? En fait, il y a des formes d'union au niveau de l'administration, je vous dirais, parce que puisque c'est un seul et même comité de gestion qui gère les deux parcs nationaux, mais à la fois, je dirais, sont très distincts par leur personnalité, ces parcs nationaux-là, même s'ils sont parmi les grandes montagnes de l'arrière-pays de Charlevoix, bien, je dirais qu'ils ont des petites personnalités propres à chacun d'eux. Mais en termes de distance géographique, c'est pas très éloigné. Quand même, un 50-60 km par l'arrière-pays, pour le faire assez souvent, même dans une même journée, de se promener d'un parc à l'autre, il y a quand même une certaine distance. Il n'y a pas de sentier entre les deux, là? Bien, il y a le sentier de la traversée de Charlevoix qui fait le lien entre les deux en longue randonnée, mais qui part de Saint-Urbain, dans le fond, et qui s'en va jusqu'à Grand-Fond, à travers les deux parcs nationaux. C'est quand même intéressant, mais sinon, bien, il y a quand même des petits chemins, nos petits chemins qu'on prend dans l'arrière-pays en voiture pour se raccourcir. Bon, vous êtes ici aujourd'hui davantage pour parler un petit peu de tout ce qui s'appelle changement, modification et amélioration, je dirais, pour le parc des Hautes-Gorges. Ben, en fait, pour préparer l'ouverture hivernale qui s'en vient très bientôt. Qui est une première. Qui est une première, l'ouverture hivernale du Parc national des Hautes-Gorges de la Rivière-Malbaie, je pense qu'il a été demandé par la région depuis de nombreuses années, qui a été beaucoup associé aussi à l'électrification du parc. Donc, c'est tout ça sur lequel on est en train de travailler présentement. On avait annoncé il y a plus d'un an maintenant, 9,2 millions d'investissements pour ouvrir ce parc-là. Donc, vous comprendrez que derrière ça, il y a beaucoup de travaux. Fait qu'on est vraiment, nos équipes sont à pied d'œuvre. On a encore beaucoup de gens qui sont sur le terrain. Disons que l'hiver nous a pris un petit peu de cours. Oui, on était habitués dans les dernières années à avoir une automne qui se prolongeait. Disons que, on est content d'ouvrir l'hiver, mais on aurait pris un petit peu plus d'automne. Je vous dis, ça complique les travaux sur le terrain pour nos équipes, mais je vous dirais que même à ça, on garde le sourire. Puis je voyais nos équipes terrain hier encore, j'étais avec eux. Puis je pense qu'ils ont encore de l'énergie, mais c'est sûr que le froid, ça ralentit un petit peu. Oui, c'est sûr. C'est un peu difficile sur le corps. L'élément clé de tout ça, c'est l'électrification. Bien, en fait, l'électrification, ce que ça vient nous permettre, c'est que si on veut ouvrir l'hiver, c'était relié aussi à de l'hébergement pour rendre tout ça viable, bien entendu. Donc, c'était l'ajout d'hébergement qu'on doit chauffer. Puis, nécessairement, la demande énergétique pour faire fonctionner nos bâtiments est plus grande durant l'hiver. Il faut comprendre qu'actuellement, pour opérer ce parc-là, qui reçoit quand même plus d'une centaine de milliers de visiteurs à lui seul, on utilise des génératrices qui fonctionnent tantôt propane, diesel, ou alors un peu de mélange avec de l'énergie solaire un petit peu partout sur le territoire. Fait que, tu sais, si on avait continué dans cette voie-là, je pense que ça n'aurait pas été, l'impact environnemental n'est pas souhaitable. Fait que c'est tout ça que l'électrification va nous permettre à long terme là, de nous consolider à ce niveau-là, au niveau énergétique. Je pense que c'est capital. Puis la date du branchement officiel, c'est quoi à peu près? Bien,
En ce moment, je vous dirais, on a été beaucoup impliqués dans la phase de planification avec Hydro-Québec, puisqu'Hydro-Québec est vraiment maître d'œuvre du projet. C'est pas la ligne de la CEPAC, c'est vraiment une ligne qui monte jusqu'au Parc national, mais sur lequel, éventuellement, il y a d'autres personnes, des villégiateurs, la ZEC des Marques, là, qui est sur le long de cette route-là, qui un jour pourront bénéficier aussi de l'électrification pour différents besoins. Disons que là, en ce moment, on nous parle aux alentours de la mi-décembre pour le branchement. Souhaitons, vous voyez comme moi la météo, donc il y a ça qui est à composer, mais en ce moment, les équipes sont vraiment à pied d'œuvre sur le terrain. On voit la plantation des poteaux qui avance à un rythme effarant. On était rendu hier à peu près à 3 km, 3-4 km du parc. Il va rester 8 km. On a déjà fait donc à peu près 15 km en date d'aujourd'hui en termes de plantation de Sur poteaux. un total de 33, 23, 23. là, donc c'est pour ça que je vous dis, il va rester 8 km à l'intérieur du parc, mais disons tout ça là, sur à peu près 3 semaines. Donc ça va quand même assez rapidement. Là. Je n'ai pas le chiffre exact là, de la distance qu'il parcourt en une semaine, mais c'est assez impressionnant de voir tout ça. Après ça, bien, il va rester à passer les fils, puis c'est une ligne qui est monophasée, donc c'est un seul fil qui est à passer là, sur la distance. Ça devrait... En tout cas, on a encore bon espoir là, de livrer ça dans les temps. Sinon, bien, on a des plans B, des plans C. On est prêt aussi à accueillir les gens là, dès que l'hiver sera à son maximum. Parce qu'officiellement, c'est le premier hiver, vous allez être ouvert. Bien, on est ouvert maintenant. Moi, j'aime bien dire, on ne ferme plus. Ouais. C'est un peu ça. J'aime ça. Les gens nous disent, oui, mais quand est-ce que ça va ouvrir? Bien, quand est-ce que ça va ouvrir? Surveiller nos conditions de sentier sur le site Internet. C'est sûr que ça prend des belles conditions aussi pour venir profiter de ce territoire-là. En ce moment, on est un peu comme un entre-deux, mais dès qu'on va avoir des belles conditions, nos sentiers vont être ouverts. On est en ce moment en train de tout revisiter la signalisation. Dans plusieurs de nos sentiers qu'on utilisait l'été, il y a une signalisation qui existe, mais juste s'assurer d'avoir la signalisation adéquate pour l'hiver en fonction des activités. Il faut Parce aussi, que tout change. On ne fait pas les mêmes activités l'hiver que tout change. l'été. Il faut comprendre. On ne voit plus le sentier. Souvent, des fois, on ne met pas de signalisation d'acheminement pendant des longues distances l'été parce que c'est clair, on voit un sentier par terre. Ouais. Donc, on suit un sentier. Mais là, maintenant, des fois, quand on se promène dans le bois, de la neige partout sur le sol, bien, tout a l'air de tout. Hein? Tout ressemble à tout. Fait que là, c'est assuré, on a des balises sécuritaires jaunes qui réfléchissent aussi la lumière. Si jamais, mettons, quelqu'un a dépassé un petit peu son temps puis veut rentrer à frontal, bien, il va être capable de se repérer facilement dans le bois. Fait que c'est tous des petits travaux comme ça qu'on est en train de faire. C'est génial. Le fait d'ouvrir l'hiver, c'est totalement une autre offre de service que vous offrez, là. Une autre offre d'activité de service, puis ça touchera, on en parlera peut-être, ça touchera peut-être aussi des clientèles différentes. Mais ce qu'on va pouvoir faire au Haute-Gorge de la Rivière-Malbaie, bien entendu, de la raquette, qui est une activité assez traditionnelle l'hiver dans les parcs nationaux du Québec. On pourra faire aussi du ski de randonnée, à ne pas confondre avec du ski de fond tracé, comme on peut retrouver par exemple aux Sources-Joyeuses. Il n'y aura pas de sentier tracé. Donc, c'est des sentiers balisés qu'on se repère, mais c'est vraiment, donc ça prend souvent un autre type d'équipement. Sauvage. Oui, des skis avec des cars souvent. Donc, un type d'équipement que les gens qui pratiquent ce sport-là, bien, sont familiers avec. Il y aura du vélo à pneus surdimensionnés, ce qu'on appelle le fat bike. Donc, il y aura 2 secteurs qui vont offrir ça. Un secteur avec un peu plus de dénivelé, un petit peu plus de challenge, et la rivière Malbaie, donc jusqu'à l'équerre, avec le sentier multifonctionnel quand la rivière ne sera pas prête aussi, sur lequel on va pouvoir faire du vélo. Donc, ça risque d'être assez le fun. Puis nous, on va louer des équipements. On va louer des raquettes, on va louer des vélos à pneus surdimensionnés, on va louer des ski-hawks aussi. Ski hop, je ne sais pas s'il y en a qui sont familiers avec ça, une espèce de ski un peu plus court, un mélange de ski de raquette avec des pots intégrés sous le ski, donc qui permet des ascensions plus faciles, mais qui permet un peu plus de plaisir en descendant, si on veut, mais qui est assez facile puis qui fonctionne avec n'importe quel type de bottes hivernales. OK, c'est très adaptable. Oui, tout à fait. Puis la fameuse patinoire sur Ben la oui, rivière parce que Malbaie. là, l'été, on se promène en bateau, mais là, l'hiver, ça va être une patinoire. Une patinoire. En plein cru de la vallée. Ça risque d'être assez unique. fun. C'est unique. Assez unique. Puis ceux qui connaissent le secteur du Draveur, du barrage, ce secteur-là, il est magnifique. Là. La vallée est à son comble à cet endroit-là. Fait que je vous dirais que de patiner dans cet environnement-là, ça risque d'être assez spécial.
Le soir, sous les étoiles aussi? Bien, le soir, on n'en est pas là. Ça reste un secteur qui est quand même très, très sauvage. On n'a pas beaucoup d'éclairage extérieur. Mais on verra peut-être si on peut créer des événements, un petit peu, là, puis essayer de voir avec un feu, avec des choses comme ça. Ça pourrait être le fun. On travaille sur des surprises qu'on va essayer de réserver durant le premier hiver, qui va être peut-être un petit peu plus festif là, à différents moments dans l'année. Puis cette patinoire-là, bien, la plupart des gens, je suis étonné que vous ne me l'avez pas demandé, la plupart des gens me demandent combien de distance qu'on va pouvoir faire sur la rivière. Bien, je ne vous le dirai pas aujourd'hui, non, mais en fait, pas de scoop. nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment de faire quelque chose qui va sortir de l'ordinaire, mais il y a aussi, vous comprendrez, tout le défi technique qui est derrière ça, puis s'assurer qu'on va être capable de livrer quelque chose et d'entretenir cette patinoire-là. Fait qu'on ne veut pas trop se compromettre sur une distance, mais on a vraiment dans la tête quelque chose de le fun, puis qui va sortir de l'ordinaire. Mais après ça, patinoire extérieure sur glace naturelle dans le creux de la vallée, c'est assez déjà là, c'est ça. Que demander de plus? Il y a une navette aussi qui va être là sensiblement. En fait, c'est vraiment un parc qui est linéaire, puis il y a des secteurs qu'on veut faire découvrir aux gens, notamment le secteur de l'Équerre, où vraiment, il s'appelle l'Équerre parce que la rivière Malbaie fait un 90 degrés, puis ça donne une vue, puis une façon d'explorer une autre vallée qu'on ne voit pas souvent, que les gens souvent qui viennent durant l'été vont rester dans le secteur du Draveur. Mais pour se rendre là, c'est plus de 7 km. Donc, vous comprendrez que si on veut aller jouer dans l'autre vallée, faire le 7 km, aller-retour, les distances commencent à être assez grandes. On est en bonne condition physique, là. Fait que là, on s'est dit, bien, on va permettre avec une navette des neiges de pouvoir, mettons, s'avancer jusqu'à l'Équerre, jusqu'à la pointe aux Inukshuk, qui est à peu près à mi-chemin. Puis là, combiner des fois avec des activités autonomes ou simplement quelqu'un qui voudrait faire un aller-retour, un peu comme on le fait en bateau-mouche durant l'été. Donc, des gens peut-être moins actifs, mais qui ont le goût de vivre l'expérience hivernale des Hautes-Gorges, pourront aussi le faire. Puis, rendu à l'extrémité, ils auront le temps aussi, s'ils veulent, d'aller juste faire le petit sentier de la chute du Ruisseau Blanc. Je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais qui est une chute spectaculaire, qui va tout être gelé durant l'hiver. C'est pour ça, d'ailleurs, souvent que la vallée des glaces, comme on aime bien l'appeler, le Parc national des Hautes-Gorges, dans sa forme hivernale, ça prend toute sa signification quand on voit des chutes comme ça. L'environnement, le décor, il y a un côté magique. Hein? Ah, écoute, moi, pour y avoir été l'hiver passé, je suis convaincu, là. Je suis convaincu, puis je peux pas croire je le vois dans vos yeux, là, les gens qui vont voir ça au fur et à pétille. mesure, et je pense qu'ils vont être convaincus aussi, puis ils vont vouloir en revenir. Là. Cette année, il y a des chalets que vous avez construits aussi. Oui, tout à fait. Il y a déjà 5 chalets qui sont disponibles à la clientèle depuis le 22 juin, des chalets éco, donc 4 personnes, qui sont dans le secteur du Cran des Érables, donc vraiment à l'entrée du parc. Puis il y en a 5 autres qui sont en construction, qui sont déjà offerts en réservation. Dans le même environnement à peu près? Exactement dans le même environnement, sur le même chemin, moins d'impact visuel, moins d'impact sur le paysage. On s'est vraiment concentré dans cette zone de service-là. Donc, puis il y a 5 chalets qui vont être aussi accessibles à partir du 5 autres à partir du 14 décembre. Donc, pour des familles, 4 personnes? 4 personnes, 2 couples, familles, enfants, puis on n'est pas achalant sur le nombre d'enfants non plus. Il y a 2 divans. C'est tout neuf. Ils sont vraiment beaux. Vraiment très beau. Tout le confort à l'intérieur. Ça fonctionne à l'électricité. Il y a un petit foyer, un petit poêle à bois à l'intérieur, mais si les gens préfèrent se chauffer avec les plaintes électriques, ils peuvent le faire. Mais tout est là. Toute la vaisselle, le four micro-ondes. Tous les services sont là. Donc, vraiment comme. Tu apportes ta bouffe, puis tu t'apportes ta bouffe et tu es prêt. Là. Donc, fait que c'est ça. 2 petites chambres fermées. Puis l'hiver, l'accueil des gens ne se fera pas comme l'été à l'entrée du parc. Là, on s'en va un petit peu plus loin. Là, on pénètre dans le parc. Oui, tout à fait, parce que le bâtiment le centre de service, le Draveur qui se retrouve au barrage, quand il avait été construit, était déjà planifié pour accueillir en mode hivernal. Donc, c'est un bâtiment qui est construit différemment. Il y a un foyer à l'intérieur. Tout l'approvisionnement en eau potable aussi était isolé, donc avait été fait pour se résister à l'hiver. Donc, ça va vraiment devenir notre lieu de rassemblement hivernal. Ça va devenir l'accueil hivernal avec sa terrasse aussi extérieure, avec des gros foyers qui vont nous chauffer, des chaises Adirondack pour contempler le paysage. Quand
Tu sais, souvent l'hiver, là, quand il y a des belles journées qui fait à peu près -10, que le soleil est au rendez-vous, là, je vous le dis, là, ça va être un endroit exceptionnel Magique. juste pour venir contempler, se reposer, méditer, peu importe. Là. On parle souvent d'accueillir des gens, parce que ces gens-là, majoritairement, viennent de l'extérieur. C'est quand même, il y a un gros taux d'achalandage au niveau des parcs là, dans Charlevoix. Bien, on était à peu près l'année passée, puis là, l'année n'est pas finie parce nous, on termine ça au 31 mars. L'année passée, on parlait d'à peu près là, 235 000 jours visites pour les 2 parcs nationaux de Charlevoix. Donc, c'est beaucoup de monde. Souvent, ça surprend d'ailleurs les gens de Charlevoix qui fréquentent pas nécessairement de façon assidue ces parcs-là. À chaque fois qu'ils vont arriver là durant un week-end ou même sur semaine durant l'été, ils vont être surpris souvent par le monde qui est là. Donc, c'est vraiment 2 attraits importants pour la région de Charlevoix sur le plan touristique. Et là, avec l'offre hivernale, puis il y a déjà beaucoup d'autres joueurs qui sont aussi intéressants dans la région de Charlevoix, je pense qu'on a beaucoup à offrir l'hiver. Donc, déjà, on était une région qui était très forte sur le plan touristique été-automne. Là, on vient ajouter d'autres. Bien, on l'est déjà là, avec le massif, avec le Mont-Grand-Fond, avec le produit de motoneige. Et là, on vient rajouter tout le produit en arrière-pays, avec la traversée de Charlevoix. Il y a beaucoup de partenaires, là, les 2 parcs nationaux. Je pense qu'on a tout pour réussir l'hiver. Là. On est réellement une région touristique. Tout à fait. Mais c'est un défi de faire sortir les Québécois l'hiver, les faire bouger. Donc, c'est tout ça. Mais il y a vraiment une tendance aux saines habitudes de vie. Les gens ont le goût de bouger, les gens ont le goût d'être en forme, les gens ont le goût d'apprivoiser l'hiver. Donc, on va essayer de faire notre possible pour attirer des gens. Puis économiquement, ces gens-là qui majoritairement viennent de l'extérieur, c'est des argents qu'ils laissent dans le coin. Là. Ah, tout à fait. Là. Tu sais, nous, on a une statistique qu'on aime bien dire, des 230-40 000 jours visites qui viennent ici, il y en a à peu près entre 10 et 13 qui séjournent dans le parc. Donc, ça reste à peu près 85-90 de gens qui vont séjourner souvent ailleurs. Ouais. Souvent, ils vont venir pour une escapade, donc c'est des gens qui vont coucher ailleurs. Puis il y a beaucoup de gens qui vont consommer nos produits du terroir, qui vont aller visiter tout le volet art, culture qui peut être dans la région. Donc, tout ça est très, très compatible. Là. Je pense que c'est un beau mix de nature, culture que Charlevoix a. Alors, l'Office du tourisme de la région va avoir à pointer spécifiquement une certaine clientèle pour l'ouverture. Mais je pense qu'ils le font déjà très bien. Puis, ils travaillent aussi avec leurs membres pour toujours être justement à l'affût de ces clientèles-là. On partage, nous, souvent de l'information avec Tourisme Charlevoix, juste pour être sûr qu'on cible les bonnes clientèles. Même les autres membres le font aussi. Je pense que c'est à notre avantage d'être collaborateurs comme ça pour être sûr qu'on attire ou on parle aux bonnes personnes parce que les placements, mettons, médias ou la façon de communiquer, vous le savez, c'est toujours, il y a des sous reliés à ça, fait que c'est bien de faire des bons investissements, puis je pense que Tourisme Charlevoix le fait très bien là, présentement. On le voit de toute façon sur le terrain. Alors, quand est-ce que vous ouvrez la bouteille de champagne là-dessus, là? Il n'y a pas d'ouverture officielle. Hein? On l'a dit tantôt. Il y aura la journée des parcs nationaux hiver qui va se tenir le 26 janvier. On va se dire que le 26 janvier, l'hiver devrait battre son plein, la rivière devrait être gelée, tout devrait fonctionner à plein régime. Souhaitons-le qu'on n'ait pas eu de conditions climatiques désagréables. Mais si tout est là, le 26 janvier, on convie les gens de la région. C'est une journée où il n'y a pas d'autorisation d'accès, donc c'est gratuit pour accéder au parc. Il y aura plein d'activités spéciales. On va s'arranger pour que ça soit festif aux Hautes-Gorges, mais aussi à Grand Jardin pour accueillir les gens de la région et les gens de partout au Québec. Là. Parce que là, on parle beaucoup des Hautes-Gorges pour l'hiver, mais au parc des Grands Jardins, c'est ouvert, ça continue. Bien oui, puis ça fait plusieurs années que le parc des Grands Jardins offre des activités durant l'hiver, puis ça marche très bien. Là. Donc, c'est très complémentaire, ça sera très complémentaire, là, les 2 parcs nationaux, je pense. Vous mettez l'eau à la bouche, comme on dit. Bien, j'espère qu'on va vous voir. Avec plaisir. Bien, merci d'avoir accepté l'invitation. On en découvre davantage sur les Hautes-Gorges et sur la personne qui le dirige aussi. C'est très agréable. Parfait. On le voit, il est passionné. Puis quand on en parle... Je pense que toute ma gang de directeurs de parcs nationaux, je vous dirais, à travers le Québec, on est tous assez passionnés de ce qu'on fait. Je pense qu'on a un beau travail. L'invitation est déjà lancée. Merci beaucoup. Alors voilà, une
autre émission qui s'achève. J'espère que le contenu de cette émission vous a plu. On en a appris davantage sur l'offre touristique dans la région de Charlevoix. On en a appris davantage sur le cannabis et qu'est-ce que ça va modifier dans nos vies au quotidien. Alors, moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, comme on dit, même heure, même poste, toujours sur les ondes de TVCO. Entre-temps, si vous voulez voir les émissions que nous venons d'enregistrer, eh bien, et d'autres que nous avions enregistrées dans le passé, vous pouvez toujours aller sur notre site Internet tvcotv.com, aller dans A à Z, voir l'émission à votre service, et vous allez tomber sur l'ensemble des sujets que nous traitons ici même à l'intérieur de cette émission et beaucoup d'autres choses. Moi, je vous invite donc à être des nôtres la semaine prochaine. Entre-temps, je vous souhaite une bonne semaine. Est-ce qu'il va y avoir de la neige? Est-ce qu'il n'y aura pas de la neige? On est presque à l'orée, effectivement, de l'hiver qui s'en vient. Alors, il faut s'attendre à tout. Surtout, j'espère que vous avez posé vos pneus d'hiver. Soyez prudents sur les routes. À bientôt. Au revoir.